Bonjour à tous, bienvenue en 2026. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, pour cette nouvelle année. On démarre, nous, avec un grand débrief de l'ActuTech. On va parler évidemment du CES de Las Vegas, mais pas seulement, et on va aussi formuler nos vœux pour ce secteur. Je vous présente les sujets et les commentateurs juste après. C'est parti pour le grand débrief de Smart Tech, votre émission préférée sur le numérique et la tech. Et aujourd'hui, autour de la table, vos commentateurs préférés, j'ai envie de dire. Merci beaucoup d'être avec moi pour inaugurer cette année 2026. Alexandra Iteanu, avocate. Margarita Zlatskova, vous êtes désormais la directrice monde de la performance chez Zitag. Et Pascal Malotti, le directeur de la stratégie chez Valtech. Bonjour. Merci encore. On va parler de quoi ? Ensemble, on va s'intéresser au CES de Las Vegas. Évidemment, c'est en ce moment que ça se passe. Les portes ont ouvert. On a vu plein de choses passer sous nos yeux. Et nous aurons là dans quelques minutes la directrice de la mission French Tech en interview. On va parler aussi de l'accumulation de projets autour de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et puis plus largement des écrans. Et on formulera nos vœux 2026. Mais déjà, je vous souhaite à tous une excellente année, bien évidemment. Allez, c'est parti. La French Tech à Las Vegas. On en parle tout de suite avec Julie Huguet. Bonjour Julie, vous êtes connectée avec nous. Merci beaucoup. Directrice de la mission French Tech. Vous devez être très fière parce que la French Tech, première délégation européenne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on commence fort. Je pense que le CES de Las Vegas, c'est toujours le moment clé pour s'interroger sur la place de la French Tech dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un classement Dealroom qui répertorie en fait les capitales pour savoir comment elles se situent en termes de positionnement sur tout ce qui est technologie. Et Paris a été premier en Europe sur l'intelligence artificielle, mais surtout troisième après San Francisco et New York. Et je pense que ça envoie un signal fort, exactement, qui montre que la tech française se positionne au niveau des centres les plus développés en termes de technologie, d'intelligence artificielle dans le monde. Et donc, cette délégation qui est très importante au CES est l'opportunité justement d'aller montrer un petit peu nos premières mondiales, puisqu'on a quand même beaucoup de premières mondiales qui sortent de nos laboratoires, qui sortent de nos startups françaises. Et donc, c'est l'occasion d'aller les présenter au plus grand nombre. Alors justement, est-ce que c'est toujours un objectif que d'avoir autant d'entreprises pour faire le déplacement à Las Vegas, pour se montrer sur ce show, le CES ? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement que vous avez pu constater les années précédentes ? Oui, alors on a des chiffres effectivement concernant le retour sur investissement, mais je pense qu'avant tout, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement une présence dans les salons qui sont clés aux États-Unis, comme le CES, comme Humanix, parce qu'on a des premières mondiales qui nécessitent, donc parmi nos startups, nos scale-up françaises, qui nécessitent de se déployer à grande échelle, ce fameux passage à l'échelle qui fait qu'on arrive à créer des champions internationaux. Et donc la présence de nos startups françaises dans d'autres pays est clé. Et ces salons, en fait, sont l'opportunité pour les entreprises d'aller trouver des clients, le premier moyen de bien se développer dans un pays. On a des entreprises qui excellent, je pense par exemple à Wondercraft qui a eu son deuxième FDA aux États-Unis pour son exosquelette, comme Open Classrooms qui aujourd'hui est reconnu comme université américaine au même titre que Berkeley. Et donc pour aller chercher des marchés comme le marché américain qui est ultra concurrentiel, il faut évidemment être présent et être présent en force dans des salons comme le CES. Après, le retour sur investissement, il est plutôt clair. Il y a des chiffres de Business France ou de BPI qui montrent que cette présence sur les salons, bien que assez coûteuse, c'est quand même un investissement entre 10 et 15 000 euros pour les startups, mais leur permet en fait de générer en moyenne 120 contacts clés de clients qui en général débouchent sur à peu près 40% de rendez-vous vraiment business avec des deals qui se signent dans les 6 mois après le salon. Ok, et vous définiriez comment la maturité de nos startups à l'international ? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense davantage monde que France ou Europe ?
Alors souvent, on commence par la France et ensuite, très vite, pour que nos entreprises deviennent des leaders internationaux, il faut effectivement qu'elles s'adressent au marché international, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit l'Asie. Pourquoi pas? Ça dépend évidemment des entreprises et de ce qu'elles proposent. Le marché américain est un marché qui est clé pour les startups. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est ce qu'on appelle très profond. C'est-à-dire que quand on rentre aux États-Unis, on a la possibilité d'adresser des millions de personnes, d'adresser énormément d'entreprises assez rapidement. C'est un marché qui va très vite. Donc, il est toujours vraiment choisi par nos entreprises. On constate, vous connaissez évidemment le classement French Tech Next 40-120. Le rêve américain, en fait, dont vous nous parlez. Oui, c'est le rêve américain. En fait, c'est un moyen de se développer. On sait qu'il y a un facteur qui est clé pour le développement des entreprises technologiques, c'est la rapidité. Il faut aller vite. Ouais. Quand on a un marché qui est très grand, l'avantage, c'est qu'on peut aller très vite dans son déploiement commercial. Donc, les États-Unis sont évidemment un marché qui est clé. On a le sommet de l'intelligence artificielle en Inde le mois prochain. Ça va être aussi un temps fort important parce que le marché indien est également un marché très gros, très profond. Donc, nos entreprises françaises, elles vont essayer effectivement d'aller se développer sur ces marchés. Dans le classement Next 40-120, on constate que, en gros, 93% des 120 entreprises technologiques, donc les plus avancées de France, ont déjà une présence à l'international et réalisent presque 35% de leur chiffre d'affaires dans d'autres pays que la France. Donc, c'est vraiment un facteur clé de réussite pour nos entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a 18 000 startups en France, mais ce sont des entreprises qui sont de plus en plus matures, même sur les territoires, donc qui génèrent du chiffre d'affaires, qui sont de plus en plus rentables, qui génèrent en tout 450 000 emplois. Et donc, ces entreprises, par rapport à la French Tech d'il y a 10 ans, elles sont évidemment beaucoup plus prêtes pour aller adresser d'autres marchés que le marché français et exporter leurs services et leurs biens. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut aller au CES de Las Vegas quand on est une start-up française aujourd'hui. Cette visibilité, elle est importante toujours? Essentiel. Pascal? Et je pense que ça a très bien été dit par Julie. Alors, si je ne me trompe pas, il y a 150 startups cette année. C'est la première délégation européenne. Presque, ouais. La dernière fois, je suis allé à la foire à la Farfouille électronique à Vegas. Il y en avait 300. Donc, je pense que c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'on envoyait avant des rookies faire un voyage de découverte. Déjà l'année dernière, ça avait commencé à baisser. Revu à la baisse. Donc, on envoyait des rookies faire un stage de découverte à Vegas. Et maintenant, on envoie des vétérans conquérir des marchés. Ça, je pense que c'est vraiment très positif. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser aussi, Julie. Sur quels critères vous les sélectionnez? Est-ce qu'il y a des secteurs stratégiques qu'on a davantage envie de mettre en avant aujourd'hui en France? Oui, alors en fait, après, tout dépend du salon dans lequel on se rend. Sur le CES, on a des secteurs particulièrement clés qui ressortent comme l'intelligence artificielle, évidemment, tout ce qui va être agent, robotique humanoïde, donc sont à l'ordre du jour. On va avoir tout ce qui est santé. On a WeThings, par exemple, qui est bien représenté. On va avoir tout ce qui est mobilité autour de nouvelles formes de véhicules. On a Renault, par exemple, et Software République qui mettent en avant des partenariats. On a tout ce qui va être Smart City, cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment de toute façon des forces de la France. On a des entreprises dans tous ces secteurs qui sont bien avancées, mais c'est vraiment la tendance du CES cette année. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire juste avant, mais 80% des startups françaises qui sont au CES cette année, en fait, ont déjà fait le CES les autres années. Donc, on voit une vraie maturité, une vraie expérience des entreprises qui sont présentes et qui savent comment tirer profit de l'événement. Et d'ailleurs, on a une start-up française qui a gagné le prix Best of Innovation Award. C'est Bienedis, une start-up qui vient d'Auvergne, qui protège les cultures contre les intempéries. Donc, c'est un prix qui est très difficile à avoir. Donc, la French Tech a déjà commencé à briller au CES de Las Vegas. Donc, confirmation, Pascal, que ça y est, on commence à envoyer des seniors presque dans le monde des startups. Une question peut-être pour Julie avant qu'on la libère, Margarita, Alessandra, ou un commentaire? Non, pas particulièrement. Merci beaucoup. Moi, je trouve aussi intéressant ce fait d'avoir des vétérans, comme disait Pascal, le fait qu'on ait des sociétés qui connaissent. Parce qu'un salon, ça se rentabilise parfois sur plusieurs années et c'est important d'y aller préparer et de ne pas y aller juste pour regarder ou pour voir ce qui se passe, mais réellement arriver avec une proposition de valeur qui peut apporter du business. Je trouve ça, cette partie-là D'ailleurs, on très salue intéressante. Alain Staron, qui vient souvent dans le débrief et qui est en ce moment à Las Vegas. Mais enfin, là, il doit dormir en ce moment surtout. On lui souhaite un bon salon. Merci beaucoup, Julie Higuet. Je rappelle que vous êtes la directrice de la mission French Tech. Merci d'avoir ouvert cette saison 2026 avec nous pour nous parler du CES de Las Vegas.
Alors nous, on continue avec notre sujet sur les réseaux sociaux et les mineurs, la protection des enfants de moins de 15 ans. C'est devenu un grand sujet, pris en main par le gouvernement, j'ai envie de dire même par tous les parlements, hein, le Sénat, l'Assemblée nationale. Donc on a une proposition de loi qui a été déposée par la députée Laure Miller, qui était la rapporteure de la commission sur les effets négatifs des réseaux sociaux, en particulier les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Du coup, voilà, elle enchaîne avec cette proposition de texte gouvernemental dont on devrait débattre à l'Assemblée bien en début d'année, incessamment sous peu, ce mois de janvier a priori, pour une mise en application dès la rentrée scolaire 2026. Alors, je voulais savoir ce que vous pensiez de ces initiatives, parce que j'ai envie de dire quand même, les textes là autour de la majorité, autour des écrans, on en a énormément. On n'attend que des applications finalement. Oui. Alexandra. C'est très symptomatique en fait, quand on a un problème en France, on légifère. Donc aujourd'hui, il y a un projet de loi porté par le gouvernement et il y a 2 propositions de loi, une qui est portée par un député et un par un sénateur. Et dans ces propositions de projet de loi, c'est pas les mêmes articles. Il y en a qui interdisent au moins de 15 ans, il y en a d'autres qui proposent de mettre en place un couvre-feu numérique. Donc on voit qu'il y a des choses différentes. Il y a 3 propositions de projet de loi en cours, c'est énorme. Et moi je trouve que c'est surtout la révélation c'est un aveu d'échec d'une certaine manière. On n'a pas réussi. Parce qu'on l'avait déjà dans la loi pour la confiance numérique. Effectivement, depuis 2023 ça existe déjà, ça a été retoqué par la Commission européenne. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui se passent et aujourd'hui on se rend compte que en fait peut-être qu'on a du mal à réguler ces acteurs du numérique et donc on passe à l'interdiction, mais d'une certaine manière c'est un aveu d'échec. Ouais. On a aujourd'hui des textes qui existent avec des obligations, notamment le DSA, c'est le règlement sur les services numériques, qui est un article 28 qui impose à ces plateformes de mettre en place des mesures de sécurité, de sûreté, de vie privée. On se rend compte peut-être au final qu'elles ne sont pas respectées ou pas assez, et donc on en vient à interdire, non pas à ces plateformes, on ne met pas plus d'obligations sur ces plateformes, on en vient à interdire à nos jeunes d'utiliser ces plateformes. Pour moi, c'est un véritable aveu d'échec. D'impuissance. Et d'impuissance, aussi, totalement. D'impuissance. Ouais. Alors, on a un petit peu plus de chances que ça fonctionne avec l'Europe, puisque la Commission européenne a ouvert la possibilité que chaque pays choisisse son âge de majorité numérique, c'est ça? Oui, alors ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, parce qu'en 2023, en fait, on avait déjà essayé de mettre en place une interdiction qui avait été, retoquée par la Commission européenne, notamment du fait du DSA, puisque c'est la Commission européenne qui doit avoir normalement la main sur ces plateformes. Et aujourd'hui, ça a été un peu ouvert, effectivement, et on a la possibilité de le faire normalement. Le projet du gouvernement, il doit passer demain devant le Conseil d'État pour avis. Donc, à voir, est-ce que ça va être adopté? Le chemin est encore un peu long, quand même. Ouais. Alors, quand je dis une chance, je ne sais pas si c'est une chance, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, carton rouge ou carton vert pour une interdiction inscrite dans la loi française des réseaux sociaux au moins de 15 ans? Moi, je dis les 2. Ah, il n'y a que moi qui suis con, dis donc. Ok, allez-y, défendez vos arguments. Merci l'Australie. Oui, de montrer l'exemple. Exactement, ça fait avancer la cause. Ça arrive 15 ans trop tard. Instagram, c'est 2010. Donc ça veut dire que ça fait 15 ans que les adolescentes ont perdu tout ou partie de leur estime de soi en se comparant à des filtres. Et on va recommettre la même erreur avec les LLM. C'est-à-dire que maintenant, le thérapeute des ados. Le LLM ne dort jamais, il ne contredit pas, il ne juge rien. Et donc, c'est absolument pas le genre de choses dont des cerveaux en construction d'adolescents ont besoin. Ils ont besoin de confrontation, ils ont besoin finalement d'avoir autre chose que des éléments économiques qui cultivent l'économie de l'addiction. Pour moi, on est dans l'économie de l'addiction. C'est-à-dire que l'attention n'est qu'une métrique de l'économie de l'addiction, mais finalement, si je vais au bout du raisonnement, historiquement, les entreprises les plus rentables sont celles qui ont transformé la dopamine en consommation. On a eu pendant des décennies des entreprises qui ont transformé finalement la dopamine en addiction, le sucre, le tabac, la pharma. Et aujourd'hui, 8 des 10 entreprises mondiales qui sont les plus valorisées au monde ont transformé finalement la dopamine en attention. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait contre les dealers alors? Grande question. Margarita. Moi, je suis vraiment d'accord avec Pascal. Je pense que on a plusieurs sujets ici. Le premier, c'est le fait que les parents ne sont pas en mesure, une partie d'entre eux, de porter cette responsabilité-là, de réguler leurs enfants. On dit toujours ça commence à la maison, c'est vrai. Mais avec un sujet qui est aussi vaste, aussi complexe, aussi technologique, même les parents sont dépassés par un certain nombre de choses. Et certains parents n'ont pas aussi la possibilité technique de comprendre ce qui se passe. On n'est pas suffisamment formé aussi à échelle humaine sur les dangers.
sur comment fonctionnent ces algorithmes-là, parce que le plus dangereux pour moi, c'est pas l'exposition à l'écran lui-même, c'est tous les algos derrière qui vont chercher des recommandations. Et Pascal disait tout à l'heure, moi j'appelle ça du temps de cerveau disponible. Toi, tu parlais de l'attention. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir toutes ces recommandations, c'est de ne pas jamais décrocher. Si on décroche ne serait-ce qu'une seconde, on sort de cet environnement. Donc, Mais là, vous dénoncez des pratiques. Moi, c'est pour ça que je m'inscris en faux sur cette mesure d'interdiction. C'est que je considère qu'on va complètement à contresens. Alors, d'abord, oui, c'est tard, parce qu'aujourd'hui, les ados, ça y est, c'est fait. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Mais en plus, oui, ils passent à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, on va réussir à peut-être obtenir un texte qu'on va encore avoir du mal à faire appliquer, parce que ça veut dire contrôler l'âge systématiquement aussi des connexions. Oui, et donc récolter des données sensibles en plus sur ces mineurs-là. Ouais. C'est aussi un danger d'une certaine manière. Exactement, parce que, alors même si on met beaucoup de barrières, du coup, on crée des complexités aussi techniques pour essayer de protéger la vie privée, pourtant en s'assurant de manière aussi certaine que possible de l'âge de l'utilisateur de la plateforme. Enfin voilà, on est vraiment pour moi, on est dans une grosse machine, un peu comme à l'époque d'Adopi où on voulait interdire le piratage, alors qu'il y a d'autres choses. Vous avez signalé un texte d'un sénateur, il y a la sénatrice, je ne sais pas si moi c'est la sénatrice que j'ai repérée, Catherine Morin-Desailly, qui a fait une proposition pour instaurer une hygiène sur les réseaux sociaux. Et là, c'est effectivement faire de la prévention auprès des parents, travailler dans tous les établissements qui accueillent des enfants, mais dès la crèche, et des mineurs, pour leur donner des outils de formation, pour éveiller. Enfin, je sais pas, on a quand même d'autres armes, les amis, pour travailler sur ce sujet. Moi, je trouve y compris mettre la pression sur les plateformes. Justement, moi, c'est là où je trouve que la loi devrait arriver pour cette raison-là. C'est celle qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, le DSA, etc., je trouve que la pression sur les plateformes n'était pas suffisante. Oui. On n'avait pas de contrôle, on leur a dit, vous allez faire ça. On ne les a pas contrôlés, on n'a pas mis les mesures en place pour s'assurer qu'ils le faisaient vraiment. Je pense que c'est de là où vient l'échec. Je pense que cette loi-là, son objectif devrait être ça, c'est de pouvoir contraindre les plateformes à respecter ces obligations-là. C'est pas simple, je suis tout à fait d'accord, et dans la texte, ce n'est jamais simple. Et je suis tout à fait d'accord et alignée avec vous sur la collecte des données personnelles. Modulo le fait qu'on peut le faire de manière anonymisée, on peut le faire de manière graduée, on n'est pas obligé d'avoir des données sensibles en clair et de les exploiter. Il y a aussi des garde-fous qu'on peut mettre ici. Et moi, je pense que je suis pour cette loi, pour cet objectif-là, qui est d'abord de faire comprendre aussi à la société, parce que malheureusement, on vit dans une société où quand c'est interdit, il ne faut pas le faire. C'est de la pédagogie. Non, moi je pense qu'il faut un mode hybride qui est, oui, on a l'interdiction, mais on a aussi beaucoup de pédagogie, accompagner les parents, accompagner les enfants. Aujourd'hui, à l'école, même une grande partie des professeurs ne sont pas accompagnés pour eux accompagner les enfants. Exactement. Et donc, eux ne peuvent pas transmettre le savoir nécessaire. Pascal. Non, mais je suis d'accord sur la pédagogie, sans problème, sur la prévention, sans problème, sauf qu'il faut protéger nos adolescents. Et ça, il y a trop de moyens de contournement où ça échappera de toute façon, leurs comportements échapperont aux parents, à la réglementation, à la loi. Donc l'interdiction, et oui, mettre la pression sur ces plateformes. Mais après, on sait que c'est pas uniforme. Ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. Et proposons aussi peut-être autre chose, d'autres modèles. Voilà, soyons peut-être aussi c'est un problème systémique en fait sur ce qu'on offre aux ados, est-ce qu'ils ont envie de consommer, de consulter. Moi, je pense que de toute façon, une interdiction, elle sera détournée par les ados, comme toutes les interdictions qui existent. C'est quand même une question de santé publique aujourd'hui. Et la formation, elle ne doit pas être que sur les enfants, elle doit être sur les parents, puisque les adolescents reproduisent ce que font les parents. Donc, au-delà des enfants, les petits enfants, c'est ça. Aussi, effectivement, il faudra vraiment. Mais une interdiction pure, je suis d'accord avec vous, elle sera forcément détournée. On sait qu'il y a les VPN aujourd'hui ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec Delphine. Il faut proposer des contenus et des réseaux qui sont adaptés à nos jeunes aujourd'hui. Et c'est le sens du DSA, c'est de proposer des contenus et des choses qui sont adaptés à nos jeunes, en ne mettant pas de publicité ciblée, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, en fait, faisons appliquer la loi d'une certaine manière. Le problème, de scroller sur des vidéos très sympas, sur des contenus chouettes, et tout ça, sans créer des addictions. Arrêter le scroll infini, empêcher l'autoplay, mais bon, ce sont des limitations. Et après, quel sera le modèle économique si on commence à empêcher la publicité ciblée de ces plateformes? Elles ne vivent que de ce modèle économique. OpenAI va sûrement vivre de ce modèle économique. Donc, on a une vraie tension quand même entre c'est ce que peut-être l'on ce peut modèle réaliser. Économique qu'il faut interdire, Pascal. Ou repenser, en tout cas. Moi, je suis très favorable à des modèles par abonnement, et c'est pour ça que je suis dans l'écosystème d'Apple, personnellement, très simplement, parce que je veux que ma donnée personnelle soit protégée, et je ne veux pas être
le jambon, dans le... Mais Et si je fais le parallèle avec Adopi, c'est quand est arrivée vraiment une offre légale avec des abonnements intéressants. Totalement. Que ça a été complètement, d'une certaine manière, abandonné. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'Adopi, quoi. Donc, Bon. oui, ça existe encore. On va pas dire que ça n'a pas disparu, mais c'est vrai que ça a été totalement réduit. Oui, sauf qu'on a créé un monde où il y a la gratuité et les adolescents, ils sont très attachés aussi. C'est ça le problème, c'est que ces plateformes sont asymétriques dans leur modèle économique. C'est les entreprises qui payent pour acheter de l'espace, ou d'ailleurs plutôt des audiences, des cibles. Et donc, c'est gratuit pour l'utilisateur. L'utilisateur n'acceptera jamais de payer sur ces plateformes. Il y a des parents qui mettent entre les mains de leurs petits-enfants des sites par abonnement parce qu'ils sont en confiance. Et puis peut-être qu'il faut expliquer aux jeunes que quand c'est gratuit, on est le produit, des choses comme ça, l'économie de l'attention. Je pense que c'est des choses que très jeunes, on peut expliquer aux enfants qu'ils sont manipulés, etc. Je pense que ça doit vraiment faire partie de l'éducation. Ça doit limite un cours à partir de la primaire, en fait. Les enfants sont très intelligents, ils peuvent très bien comprendre quand on leur explique. Je pense qu'il y a une vraie opacité sur ces choses-là. Ils n'ont pas envie d'être des jambons non plus. On est d'accord, mais ces plateformes ont aussi une telle massification dans les usages qu'elles ne maîtrisent plus rien. Elles ont tenté, elles ont dépensé je suis pas d'accord avec ça, de dire que la technique est la limite pour ne pas être imposée. C'est la réalité. Moi, je pense que la loi, c'est aussi une occasion de les bousculer dans leur modèle, justement, dans leur business model. Aussi, de bousculer un peu les annonceurs qui ont tellement l'habitude d'aller chercher les jeunes sur ces plateformes et qui puissent externaliser leurs investissements aussi sur des contenus éditoriaux parce qu'ils existent. Là où effectivement, moi je suis un peu plus nuancée, c'est qu'il n'y a pas que les plateformes, les réseaux sociaux et ces plateformes-là qui proposent du contenu aux jeunes, c'est juste qu'elles sont tellement faciles à consommer et tellement addictives que les jeunes ne vont pas chez les autres. Donc le fait de leur interdire ces plateformes ou de les détourner de ces plateformes-là, aussi. Elles faut les faire connaître. Et la plupart sont payantes, à l'instar d'un Bayam par exemple, de Bayard Jeunesse, à l'instar de tout ce qu'a fait Florus. Ils sont tous payants. Les parents, première chose, c'est tiens YouTube, tiens les réseaux sociaux, TikTok, parce que c'est beaucoup plus simple. Et alors, il faut prendre un abonnement. On a aussi cette dichotomie où il faut obliger les plateformes aussi à avoir un abonnement payant pour les jeunes, comme l'ont les autres contenus éditoriaux. Et dans ce cas-là, on joue sur un même niveau. Pas et on peut imposer une transparence des algorithmes, Pascal. Exactement. Je n'y crois pas un seul instant. Moi, je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas un seul instant. C'est l'IP, c'est la propriété intellectuelle de ces plateformes. C'est pas normal, on a des objets dangereux. On est d'accord. On doit leur demander, on doit exiger cette transparence. On est d'accord. Il y a des obligations de transparence dans l'AI Act aujourd'hui. Alors, on sait qu'elles ont été très nuancées au moment de la rédaction du texte, justement parce qu'il y avait le secret des affaires qui a été soulevé par ces grandes plateformes-là. Mais quand c'est des questions d'ordre public, de santé publique, je pense que ça va au-delà de ces problématiques. On n'ouvrira jamais le capot. On ouvrira d'autant plus moins le capot aujourd'hui que les LLM eux-mêmes sont des boîtes noires et qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc, on ne comprend pas toujours. Et tout ce qu'on développe avec l'IA, on n'y comprend pas vraiment comment l'IA agit. Moi, je pense que vous êtes trop fataliste. C'est trop tard. Non, mais on est d'accord. Je crois à un avenir brillant. TikTok, c'est du fentanyl. Il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que vous avez un vœu pour 2026, Pascal Ah oui, moi j'ai un vœu, oui. Il est différent, mais... Lequel ? Ça fait très longtemps qu'on en parle et j'espère qu'Apple va enfin sortir son smartphone pliable. Ok. Voilà. Sans pliure visible, avec une charnière en métal liquide. Finalement, ça fait 7 ans que Samsung essuie les plâtres. Ce qui veut dire aussi que parfois... Moi, j'ai testé chez Motorola. C'est bluffant, c'est pratique, tout ça, c'est intéressant. C'est une niche de marché. Je ne sais même pas si cette niche mérite d'exister. Mais on va voir l'innovation côté Apple. En fait, je pense qu'être le premier, c'est pas toujours bon. On essuie les plâtres. Arriver le dernier permet parfois de capturer le marché. Ça vaut peut-être pour OpenAI, qui sera peut-être le nouveau Netscape de la génération de tech de cette année. Et donc, finalement, moi, mon vœu, c'est de ne pas toujours se dire qu'on doit être le premier, mais de décider d'être le meilleur. Parce qu'en général, quand Apple arrive sur un marché, c'est que le produit est prêt. Excellent. Margarita, un vœu pour 2026 ? Moi, j'ai un vœu vraiment très pieux. Je pense que Pascal va me dire que ça ne marchera pas comme ça. Je suis d'accord avec lui, mais c'est déjà, vous n'y croyez pas à votre vœu. J'y crois, mais je crois qu'il faut donner un peu d'impulsion pour que ça se passe. Moi, mon vœu, c'est qu'on s'arrête un petit moment au niveau de la tech, qu'on prenne une petite pause, une bouffée d'air. Parce que, d'accord avec Pascal, tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut lancer le nouveau miracle qui sort, des films de science-fiction, des livres de science-fiction, les robots qui tournent dans tous les sens, l'IA qui communique, qui est humaine, qui partage la vie.
Mais je trouve qu'on ne se pose pas assez, comme on le fait souvent dans la tech, pour réfléchir des vraies répercussions à long terme. À court terme, c'est smart, c'est intelligent, c'est rigolo, c'est bien. On parlait juste avant l'émission des robots domestiques, on aimerait bien en avoir un qui nous soulage au quotidien. Mais pour moi, il y a dedans une collecte immense de données. Il y a aussi un pouvoir immense qu'on est en train de donner à une petite poignée de sociétés tech qui, elles, vont engranger tout ce savoir et vont avoir un pouvoir d'influence qui, pour le coup, un pouvoir d'influence qui, pour moi, est encore plus énorme avec l'IA, avec les LLM, que celui qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, même celui des réseaux sociaux. Je pense qu'on est largement de là. On ne peut peut pas faire une pause tout seul. On ne peut pas faire une pause tout seul. Moi, j'aimerais que le marché en fasse une pause, tout simplement mondialement, globalement, les sociétés de la tech, et qu'on réfléchisse un peu sur nos impacts sociétaux, planétaires, déjà global, écologiques, mais aussi humains, pour les humains au quotidien. Un vœu pieux, donc. Oui. Alexandra. Moi, ça rejoint un peu ce que dit Margarita, mais en plus réaliste. Je ne veux pas changer le monde. Je dirais qu'il faut garder une capacité de discernement, justement, dans un monde qui va très vite, en termes de géopolitique complètement instable, en numérique, ça va très vite. Ça rejoint un peu ce que vous dites, mais je pense que c'est pas au monde de s'arrêter, c'est à nous de nous poser, donner du sens à tout ça, réglementer, mais de manière raisonnée, en comprenant les mécaniques de l'humain, etc., et de comprendre qu'on est effectivement dans une société où il y a la captation de l'attention, etc., et comment est-ce qu'on réagit face à ça, comment est-ce qu'on nous protège, comment on protège nos enfants. Voilà. C'est-à-dire que ce sujet soit pris peut-être un petit peu plus avec un peu plus de hauteur. Et au sérieux aussi par les décideurs de politique publique. Oui, totalement. Ouais, mais avec peut-être une pédagogie chez les politiques aussi. Pour l'instant, c'est la manière dont les politiques s'en emparent, c'est tout le temps quand c'est négatif. Ouais. En fait, c'est quand le numérique devient une catastrophe en fait pour la société. Ce serait intéressant de voir aussi le potentiel. Ça, c'est mon vœu, moi, 2026, de regarder ce que nous, en France, en Europe, on est capable de produire dans la tech, comment on peut sortir peut-être de certains écosystèmes de GAFAM en trouvant son bonheur dans des choses qui se font en Europe ou en France, y compris dans les smartphones. On a des alternatives aujourd'hui dans tous les domaines, sur tous les logiciels, toutes les plateformes, tous les matériels. Pardon, c'est le début d'année. Qui existent aujourd'hui en France, en Europe, et j'aimerais que ce soit beaucoup plus visible et porté par tout le monde. Voilà pour mon vœu. Il nous reste 1 minute, juste pour conclure, sur la tendance qui vous a semblé vraiment chouette et que vous voyez émerger un peu là en ce moment. C'est au CES de Las Vegas que ça se passe, mais on sait bien que c'est des tendances un peu plus long terme. Margarita, vous avez évoqué la robotique. La robotique, oui, effectivement, domestique. Moi, j'étais assez impressionnée. Donc l'électroménager un peu plus intelligent, quoi. Pas tellement, plutôt ces humanoïdes qui sont capables de faire des mouvements quand même assez libres, assez fluides, que je trouve assez impressionnant, et par le fait d'avoir effectivement entendu un des présentateurs d'une des entreprises qui disait on n'a pas besoin de respecter les mouvements humains et on peut aller bien au-delà pour faire de l'efficacité. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et là aussi, la robotique, il faut qu'on accélère, nous, en Europe, là-dessus. Pascal, juste rapidement. L'IA qui est plus simplement une fonctionnalité supplémentaire et qui devient le principe de conception du produit. Très bien. Alexandra ? La santé connectée, qui était plutôt pas mal présente, avec notamment, on a des champions français comme la balance connectée, etc., qui va être vraiment, à mon avis, qui va apporter beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir ouvert ce Smart Tech et cette année 2026 ensemble. Encore meilleurs vœux à tous, à vous qui nous regardez avec grande fidélité. C'était le grand débrief de la tech de Smart Tech. On se retrouve dès lundi prochain sur la chaîne Be Smart. À très bientôt.